Les yeux de Ronan Mercé s'ouvrirent brusquement au cri de son fils. Le son transperça l'obscurité qui précédait l'aube comme une lame, le tirant de son profond sommeil. La voix d'Arlo se brisa de terreur, aiguë et désespérée. « Papa, papa, aide-moi. » Les pieds de Ronan heurtèrent le parquet froid avant que son esprit ne le reprenne complètement. Au bout du couloir, 3 enjambées rapides. La porte d'Arlo était ouverte. Son fils était assis bien droit dans son lit, les 2 mains serrées sur sa tête, des larmes coulant sur son visage. « J'ai tellement mal à la tête. Ça saigne, papa. Je saigne. » Ronan alluma la lampe de chevet. Une tache rouge foncée maculait la tête d'oreiller blanche où la tête d'Arlo avait reposé. Pas beaucoup, mais assez pour serrer la poitrine de Ronan. « Dis donc, mon pote, regarde-moi. » Ronan s'assit au bord du lit, les mains posées doucement sur les épaules d'Arlo. « Laisse-moi voir. » Il écarta les cheveux noirs de son fils, cherchant des coupures ou des blessures. Rien. Aucune blessure. Aucune source de sang. Le cuir chevelu d'Arlo semblait normal, à l'exception de la sueur moite. « Je n'arrive pas à réfléchir, » murmura Arlo. « Tout est flou, comme du coton dans mon cerveau. » L'entraînement militaire de Ronan s'est fait sentir. Évalue la situation. Rassemble des informations. Agit avec détermination. « On va à l'hôpital, » dit-il. « Tout de suite. »« Maman arrive ?» Ronan jeta un coup d'œil vers la chambre principale. La porte restait fermée. Aucun signe que Molina ait entendu les cris de leur fils. Étrange, vu la force des cris d'Arlo. On lui parlera plus tard. Allons d'abord vous examiner. 20 minutes plus tard, ils étaient assis aux urgences de l'hôpital Pudra-Valais. Arlo s'appuyait contre Ronan, encore groggy et confus. La lumière vive des néons rendait l'endroit austère et froid. Le docteur Rachel qui m'émergea de derrière un rideau, bloc-notes à la main, la quarantaine, l'air sérieux, le genre de médecin qui s'appuyait sur les faits plutôt que sur les faux réconforts. « Monsieur Mercé, je dois vous parler en privé. » Ronan baissa les yeux vers Arlo, qui somnola contre son épaule. « L'infirmière Patterson va rester avec lui, » dit le docteur Kim. Ils entrèrent dans une petite salle de consultation. Dr Kim, fermez la porte. Les analyses sanguines de votre fils montrent des traces d'un médicament appelé lorazepam. C'est un sédatif souvent prescrit pour les troubles anxieux. Arlo ne prend aucun médicament. C'est ce qui m'inquiète. Le docteur Kim afficha une image sur sa tablette. Voici son scanner. Voyez-vous ces petites zones ici? Elles indiquent un traumatisme neurologique mineur, des traumatismes répétitifs. Ronan fixa le scanner. Les images en noir et blanc ne lui disaient rien, mais le ton du médecin en disait long. Quel genre de traumatisme? Le schéma suggère une interférence régulière avec l'activité cérébrale normale pendant les cycles de sommeil. Quelqu'un a administré à votre fils des sédatifs et peut-être d'autres substances pendant une période prolongée. La pièce semblait se rétrécir autour de Ronan. Ses poings se sont serrés. Depuis combien de temps? D'après ce que je vois, plusieurs semaines au minimum, peut-être des mois. La voix du docteur Kim s'est légèrement adoucie. Monsieur Mercé, il y a quelque chose qui cloche. Vous devriez prévenir les autorités. Ronan a appelé Molina depuis le parking de l'hôpital. 2 sonneries. Puis sa voix, douce et posée. Ronan, il est tôt. Tout va bien? Arlo est aux urgences. Il s'est réveillé avec du sang sur son oreiller et n'arrivait pas à réfléchir clairement. Un silence. Trop long. Du sang. Oh non. Est-il blessé? Ils ont trouvé des sédatifs dans son organisme et des signes de traumatisme neurologique. Un autre silence en arrière-plan. Ronan a entendu un mouvement. Un froissement de tissu comme si quelqu'un s'habillait rapidement. C'est impossible. Il devait avoir de la fièvre. Rêve. Parfois, le stress peut faire souffrir Molina. La prise de sang ne ment pas. J'arrive. Elle raccrocha. Ronan fixa son téléphone. Aucune inquiétude dans sa voix. Aucune panique qu'une mère devrait ressentir en apprenant que son enfant est à l'hôpital. Juste des réponses calmes et mesurées 15 minutes plus tard. Molina franchit les portes automatiques. Sa coiffure était parfaite. Son maquillage était appliqué avec soin. Elle portait une robe bleue qui mettait en valeur ses yeux, comme si elle avait pris le temps d'harmoniser sa tenue. « Où est-il » demanda-t-elle. « Chambre 3. Mais le médecin veut le garder en observation. » Observation. Pourquoi? Les enfants font des cauchemars. Ronan, c'est normal. La prise de sang n'est pas normale. La mâchoire de Molina se serra presque imperceptiblement. Elle avait toujours su contrôler ses expressions,
Mais Ronan avait appris à lire les petits signes après 11 ans de mariage. « Je veux le voir » dit-elle. Ils se dirigèrent ensemble vers la chambre d'Arlo. Leur fils était assis dans leur lit, plus alerte maintenant, coloriant un cahier qu'une infirmière lui avait donné. « Maman !» Arlo tendit la main vers elle. Molina le serra dans ses bras, mais Ronan remarqua la rapidité avec laquelle elle s'écarta. Elle évita de toucher sa tête, là où il y avait du sang. « Comment te sens-tu, mon chéri ?»« Mieux. Mais j'ai toujours une sensation étrange dans la tête. Comme si quelqu'un y avait mis des nuages. » Le docteur qui m'apparut dans l'embrasure de la porte. « Madame Mercé, j'aimerais discuter de l'état de votre fils. »« En fait, je ne peux pas rester, » dit Molina rapidement. « J'ai une réunion que je ne peux pas reporter. Ronan peut s'occuper des détails médicaux. » Elle embrassa le front d'Arlo et partit avant que quiconque puisse répondre. Ronan la regarda partir. Un frisson lui monta au ventre. « C'est inhabituel, » dit doucement le docteur Kim. La plupart des mères ne quittent pas le chevet de leur enfant dans une telle situation. 2 heures plus tard, Ronan rentra chez lui avec Arlo endormi sur la banquette arrière. La maison semblait différente, plus vide. Il porta son fils à l'étage et le borda dans son lit, cette fois dans la chambre d'amis, loin de ce qui s'était passé dans sa chambre habituelle. La voiture des Molina était garée dans l'allée, mais elle n'était pas à l'intérieur. Ronan trouva un mot sur le comptoir de la cuisine, partit faire des courses. De retour plus tard, monsieur il fouilla la maison méthodiquement. Dans le garage, derrière une pile de vieux cartons, il trouva le sac à main de Molina. Elle ne sortait jamais sans lui. Il l'ouvrit, se sentant comme un étranger dans sa propre vie. Sous son portefeuille et ses clés, enveloppé dans une petite serviette, se trouvait un deuxième téléphone. Ronan l'alluma. L'historique des messages affichait des dizaines de SMS adressés à un contact nommé JM. Le dernier échange datait d'il y a 3 heures. Molina, le problème a nécessité un hôpital. Ils ont trouvé des traces. Que savent-ils? Molina, une prise de sang. Peut-être des scanners cérébraux. C'est grave. JM, reste calme. Tiens-toi à l'histoire. Les enfants font des cauchemars tout le temps. Molina, et s'ils posent d'autres questions? JM, ils ne le feront pas. Pas encore. On procède comme prévu. Les mains de Ronan tremblaient tandis qu'il faisait une capture d'écran des messages. JM ne pouvait être qu'une seule personne. Jude Mallory. Il avait entendu dire Molina avait mentionné ce nom en passant ces derniers mois. Une collègue de l'époque où elle était infirmière. Elle avait dit qu'elle avait retrouvé quelqu'un lors d'une conférence, mais qu'elle avait arrêté ses activités 2 ans plus tôt. Quelle conférence? Ce soir-là, pendant qu'Arlo dormait dans la chambre d'amis, Ronan, assis dans son bureau, se forçait à repenser. Quand les choses avaient commencé à changer, les souvenirs lui revenaient par fragments, pièces d'un puzzle qu'il avait été trop occupé pour assembler. Molina, quittant son emploi à l'hôpital pour enfants. Elle adorait les soins infirmiers pédiatriques, en parlait avec passion depuis des années. Puis un jour, elle rentra à la maison et annonça qu'elle avait terminé. « J'ai besoin d'une pause », avait-elle dit. Le stress est trop intense, mais elle ne semblait pas stressée. Au contraire, elle semblait pleine d'énergie, excitée par quelque chose qu'elle ne voulait pas partager. Ses appels tard le soir devenaient plus fréquents, toujours en train de sortir de la pièce, parlant à voix basse. Lorsqu'il lui demandait de ses nouvelles, elle mentionnait de vieux amis et des retrouvailles. Les cauchemars d'Arlo commencèrent à peu près au même moment. Nuit après nuit, leur fille se réveillait en pleurs, parlant de monstres et d'ombres. Molina balayait les inquiétudes de Ronan. « Tous les enfants font des cauchemars, » disait-elle. « Il finira par s'en remettre. » Mais Ronan était un enfant différent, né d'un père alcoolique et d'une mère qui cumulait 3 emplois pour subvenir à leurs besoins. Il avait appris très tôt à prêter attention aux détails, à remarquer les erreurs. Ses compétences lui avaient été utiles dans l'armée, traduisant des communications interceptées et identifiant des menaces cachées dans des messages apparemment innocents. Maintenant, ces mêmes compétences lui révélaient que sa femme lui mentait depuis des mois. Il ouvrit son ordinateur portable et chercha Jude Mallory Fort Collins. Le premier résultat fut le site web professionnel d'un psychologue spécialisé dans les traumatismes infantiles et la thérapie de la mémoire. La photo montrait un homme d'une 40aine d'années, rasé de près, aux tempes grisonnantes et au regard intelligent. Il avait l'air respectable, digne de confiance, le genre de personne à qui les parents confieraient la santé mentale de leurs enfants. Ronan a creusé plus profondément. Conseils des médecins, associations professionnelles, publications universitaires.
Tout semblait légitime jusqu'à ce qu'il tombe sur un petit article de presse datant d'il y a 2 ans, enfoui en page 6 du Fort College Tribune. Un programme de thérapie locale a discrètement interrompu le programme controversé de thérapie de la mémoire infantile des Rocky Mountain Family Service le mois dernier, après des inquiétudes quant à son caractère expérimental. Le programme dirigé par le docteur Jude Mallory prétendait aider les enfants à surmonter les souvenirs traumatiques grâce à des techniques d'intervention contrôlée du sommeil. Ces méthodes étaient améliorées et potentiellement dangereuses, a déclaré le docteur Patricia Hernandez, chef du service de psychologie pédiatrique de l'hôpital pour enfants. Nous ne comprenons pas pleinement les effets à long terme de l'interférence avec les cycles naturels de sommeil des enfants. Le docteur Mallory n'a pas pu être joint pour commenter. Le programme a traité environ 30 enfants pendant 18 mois avant d'être interrompu, lorsque le sang de Ronan s'est transformé en eau glacée. L'intervention du sommeil contrôlait les souvenirs. 30 enfants, c'était Arlo numéro 31. Le lendemain matin, Arlo semblait aller mieux, plus lui-même. Il prit son petit déjeuner sans se plaindre et demanda s'il pouvait dessiner pendant que Ronan corrigeait des copies à la table de la cuisine. « Bien sûr, mon pote, sur quoi veux-tu dessiner? Je ne sais pas encore. Parfois, les dessins sortent tout seuls. » Arlo étala son matériel d'art à un bout de la table et se mit au travail. Ronan essayait de se concentrer sur les dissertations de ses élèves sur l'expansion vers l'ouest, mais son esprit ne cessait de dériver vers des téléphones cachés et des programmes de thérapie expérimentale. Au bout d'une heure, Arlo posa ses crayons. « Papa, tu peux regarder ça ?» Ronan alla s'asseoir à côté de son fils. Le dessin représentait une chambre qui ressemblait étrangement à celle d'Arlo. Une petite silhouette était allongée dans son lit, tandis que 2 silhouettes plus grandes se tenaient à proximité. L'une était clairement censée être une femme aux cheveux longs. L'autre, plus difficile à identifier, était une grande silhouette sans trait distinctif. « Parle-moi de ton dessin. C'est moi qui dors. » Arlo désigna la silhouette dans le lit. « Et voilà maman et son amie. Elles viennent parfois dans ma chambre alors que je suis censé dormir. Que font-elles? Elles murmurent des choses. Maman dit, je ne m'en souviendrai pas, mais parfois, ça m'arrive un peu. » La voix d'Arlo se fit plus basse. « L'ami touche mon cou, juste là. » Il désigna la base de son crâne. « Il dit qu'il me chatouille le cerveau pour m'aider à mieux dormir. » Les mains de Ronan se crispèrent sur ses genoux. Il força sa voix à rester calme et douce. « Quand est-ce que ça arrive? » « Souvent, mais plus maintenant, peut-être toutes les nuits depuis longtemps. » Arlo leva les yeux vers lui avec inquiétude. « J'ai des ennuis? Maman a dit de ne jamais te parler de l'ami. Elle a dit que ça te rendrait triste. Tu n'as pas d'ennui. Tu as bien fait de me le dire. » Ronan serra son fils contre lui. « Personne ne devrait te toucher sans permission, surtout quand tu dors. Personne ne devrait te donner de médicaments sans que papa le sache. » C'est ce qu'il faisait? Me donner des médicaments? Je pense que oui, mon pote. Mais ça va s'arrêter maintenant. Promis. Cet après-midi-là, pendant qu'Arlo faisait la sieste, Ronan photographia le dessin et le versa dans un dossier grandissant sur son ordinateur. Des preuves, des documents, le genre de tenue de dossier minutieuse qui pourrait avoir de l'importance au tribunal, qu'il envisageait d'appeler la police, mais que leur dirait-il? Que sa femme s'introduisait dans la chambre de leur fils avec un autre homme, qu'il menait une sorte de thérapie non autorisée? Il lui fallait davantage de preuves, quelque chose d'irréfutable. Mais d'abord, il devait parler à quelqu'un qui connaissait le système, quelqu'un qui pourrait lui dire à quoi il avait vraiment affaire. L'inspecteur Cyrus Blaine avait accepté de le rencontrer dans un café du centre-ville, loin du commissariat. Ronan avait appelé le numéro non urgent et demandé à parler à quelqu'un au sujet d'une possible maltraitance infantile. Le central l'avait transféré à Blaine. « Je dois faire attention ici », dit Ronan une fois qu'ils eurent trouvé une table dans un coin du fond. « Je ne sais même pas encore ce que je rapporte. » Blaine était un homme solide d'une 40aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard observateur. Il avait écouté sans interruption Ronan lui expliquer la visite à l'hôpital, le téléphone caché et le dessin d'Arlo. « Parlez-moi de votre femme, » dit Blaine. « Molina, nous sommes mariés depuis 11 ans. Elle était infirmière pédiatrique jusqu'à son départ il y a 2 ans. Elle disait avoir besoin d'une pause pour évacuer le stress. Des antécédents de problèmes de santé mentale, de toxicomanie. Non, elle a toujours été contrôlée, organisée, douée pour gérer les situations. » Ronan marqua une pause. Peut-être trop bien. Blaine prit des notes dans un petit carnet. « Vous avez mentionné le nom de Jude Mallory lors de votre appel. Vous le connaissez. Nos chemins se sont croisés.
Le visage de Blaine s'assombrit. Le docteur Mallory était dans mon viseur depuis un moment. Bon thérapeute sur le papier, mais il a des problèmes de limite. Il a brisé une famille il y a environ 3 ans. Il a convaincu une mère que son mari nuisait psychologiquement à leur fille. Il s'est avéré que Mallory avait une liaison avec la mère et voulait que le père se retire. Que s'est-il passé? La bataille pour la garde a mal tourné. Le père a perdu son droit de visite suite à l'évaluation professionnelle de Mallory. 6 mois plus tard, la fille a tenté de se suicider. Elle a dit que son père lui manquait et qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde disait qu'il était mauvais pour elle. Blaine a fermé son carnet. L'évaluation a été annulée, mais le mal était fait. La famille ne s'en est jamais remise. Ronan s'est senti mal. Exerce-t-il toujours? Légalement? Oui. Il est prudent maintenant. Il brouille mieux les pistes. Blaine s'est penché en avant. Mais s'il a une relation avec votre femme et votre fils, vous devez être très prudente. Mallory est intelligent et il sait manipuler le système. Il a aussi un complexe de sauveur. Il croit savoir ce qui est le mieux pour les enfants mieux que leurs parents. Que dois-je faire? Tout documenter. Chaque interaction, chaque conversation, chaque comportement étrange. Obtenir des copies du dossier médical de votre fils. Et surtout, ne confrontez pas votre femme pour l'instant. S'ils soupçonnent que vous les surveillez, ils disparaîtront ou s'en mêleront. Comment s'en mêler? L'expression de Blaine était sombre. Il pourrait essayer de vous faire passer pour le problème. Déposer des plaintes pour instabilité ou violence. Avec les références de Mallory à l'appui, votre femme pourrait convaincre votre fils qu'il a besoin de protection. L'amie de Ronan, Mara Ridley, avait toujours été douée en informatique. Professeure de sciences au lycée, elle l'avait aidé à configurer des cahiers de notes en ligne et à résoudre des problèmes informatiques au fil des ans. Maintenant, il avait besoin de son aide pour quelque chose de bien plus sérieux. « Tu veux que je t'aide à espionner ta femme ?» dit-elle, assise en face de lui dans sa classe vide après les cours. « Je veux protéger mon fils. » Mara avait 44 ans, pragmatique et observatrice. Elle ne s'était jamais mariée, avait consacré sa vie à l'enseignement et avait un faible pour les enfants qui semblaient perdus ou désorientés. Ronan avait emmené Arlo aux événements scolaires au fil des ans, et elle avait toujours été gentille avec lui. « Montre-moi encore le dessin, » dit-elle. Ronan sortit son téléphone et lui montra la photo d'Arlo. Elle l'observa un long moment. Le positionnement est très précis, comme s'il se souvenait exactement de leur position. Elle leva les yeux vers Ronan. « À quel genre de système de caméra penses-tu? Quelque chose de petit, caché, capable d'enregistrer du son et de la vidéo. Je connais un endroit. Donne-moi 2 jours. » 3 nuits plus tard, Ronan installa une minuscule caméra sans fil dans la bibliothèque d'Arlo, positionnée pour capturer toute la pièce. La caméra était camouflée dans une petite boîte décorative, complètement invisible à moins que quelqu'un ne sache quoi chercher. Il installa également une application sur son téléphone qui l'avertit de tout mouvement dans la pièce entre 22h et 6h. La première nuit, rien ne se passa. La deuxième nuit, Arlo dormit paisiblement toute la nuit pour la première fois depuis des semaines. La troisième nuit, le téléphone de Ronan vibra à 23h43. Il ouvrit l'application appareil photo et vit en temps réel sa femme entrer dans la chambre de leur fils. Elle se déplaçait silencieusement, comme quelqu'un habitué à ne pas être surpris. Elle tenait une petite seringue. Ronan avait le souffle coupé. Il voulait foncer dans le couloir et l'arrêter, mais les mots de Blaine résonnèrent dans son esprit. Note tout. Molina s'approcha du lit d'Arlo et s'assit au bord. Elle murmura quelque chose que Ronan ne put entendre à travers les petits haut-parleurs du téléphone, puis inclina doucement la tête d'Arlo pour exposer son cou. L'injection fut rapide et maîtrisée. Arlo remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Molina lui lissa les cheveux et murmura de nouveau, puis sortit son téléphone. « Le deuxième visage commence, » dit-elle dans le téléphone. Sa voix était suffisamment claire pour que la caméra puisse la capter. « Il est prêt pour le niveau suivant. » Une voix masculine répondit, minuscule dans le haut-parleur du téléphone. Combien de temps avant qu'il ne soit complètement inconscient? 5 minutes, peut-être moins. Le dosage est plus fort ce soir. Bien. N'oubliez pas, nous devons établir le nouveau souvenir avant que les anciens ne refassent surface. C'est la phase critique. Je comprends. Mais que se passera-t-il si Ronan a des soupçons? Il a déjà des soupçons. C'est pourquoi nous devons accélérer la chronologie. Le temps qu'il comprenne ce qui se passe, il sera trop tard pour faire marche arrière. Molina raccrocha et attendit près du lit d'Arlo. Au bout de quelques minutes,
Elle commença à parler d'une voix basse et rythmée. « Ton père n'est pas en sécurité, Arlo. Il se met en colère et dit des choses blessantes. Tu as peur de lui parfois. Tu te sens plus en sécurité avec maman et docteur Jude. C'est nous qui te protégeons. » Elle répéta le même message pendant près de 20 minutes, caressant de temps en temps les cheveux d'Arlo ou lui touchant la main. Tout cela ressemblait à une version déformée du réconfort du coucher. Finalement, elle se leva et quitta la pièce. Ronan enregistra immédiatement la vidéo et en envoya une copie à une adresse email sécurisée qu'il avait créée, spécialement pour l'épreuve. Ses mains tremblaient lorsqu'il s'assit au téléphone. Ce dont il venait d'être témoin n'était pas seulement de la maltraitance. C'était une manipulation psychologique systématique destinée à monter son fils contre lui. Le lendemain, pendant que Molina était sorti et Carlo était à l'école, Ronan fouilla la maison plus minutieusement. Au fond du placard de Molina, derrière une boîte de vieilles chaussures, il trouva une chemise en papier craft remplie de documents. La première page contenait un protocole de traitement intitulé « Projet Reset », intervention mnésique pour enfants traumatisés. L'entête indiquait Rocky Mountain Family Service et le nom du docteur Jude Mallory apparaissait comme chercheur principal. Ronan lut avec une horreur croissante. L'objectif du projet Reset est d'aider les enfants à surmonter les souvenirs traumatiques en les remplaçant par des associations plus positives pendant la phase vulnérable du sommeil paradoxal. En introduisant des traitements médicamenteux soigneusement contrôlés, associés à une thérapie par suggestion guidée, nous pouvons réécrire efficacement les expériences traumatisantes et améliorer les résultats psychologiques à long terme. Les sujets recevront des traitements nocturnes pendant une période de 8 à 12 semaines, les dosages étant ajustés en fonction des taux de réponse individuels. La thérapie de remplacement de la mémoire devrait commencer lorsque les sujets atteignent une réceptivité optimale, généralement obtenue après 2 à 3 semaines de conditionnement médicamenteux. Des infirmières bénévoles participeront au traitement à domicile pour les sujets dont la situation familiale permet un environnement contrôlé. Le dossier contenait des informations détaillées sur des dizaines d'enfants, leurs noms, leurs âges, leur programme de traitement et leurs notes d'évolution. Vers la fin, Ronan trouva le dossier d'Arlo. Sujet 31. Arlo Mercé. 8 ans. Problème présenté. Angoisse légère. Cauchemars occasionnels. Situation familiale. Parents mariés mais distants émotionnellement. Père travaille de longues heures. Engagement minimal avec le sujet. Rapport de la mère. Sentiment d'isolement et inquiétude quant à son développement psychologique. Début du traitement. 15 octobre. Infirmière bénévole. Molina Mercé. Mère du sujet. Le 15 octobre, il y a 2 mois. 2 mois d'injections nocturnes et de manipulation psychologique. Les notes d'évolution étaient rédigées en langage clinique, mais elles dressaient un tableau clair. Semaine 2, les sujets montrent une dépendance accrue à la figure maternelle. Réagit bien à l'intervention pharmaceutique. Le lien père-enfant semble s'affaiblir comme prévu. Semaine 4. Le sujet a maintenant besoin de médicaments quotidiens pour retrouver des rythmes de sommeil normaux. Les séances de modification de la mémoire produisent des résultats positifs. Le sujet exprime une anxiété accrue face au comportement du père. Percée obtenue à la semaine 6. Le sujet a spontanément exprimé une peur du père pendant l'état de sommeil modifié. Prêt à commencer la phase 2 du remplacement de la mémoire. Semaine 8. Le sujet rapporte maintenant systématiquement des associations négatives avec la figure paternelle pendant les heures conscientes. La mère rapporte que le sujet demande à dormir dans sa chambre pour plus de sécurité. La phase 2 se déroule plus tôt que prévu. Ronan s'affala sur une chaise. Les papiers étaient éparpillés autour de lui. Depuis 2 mois, il détruisait systématiquement sa relation avec son fils, retournant Arlo contre lui par la drogue et la manipulation psychologique. Mais pourquoi? Quel était le but final? Il trouva la réponse dans le dernier document du dossier, une demande de modification de garde déjà remplie et prête à être déposée. Elle affirmait que Ronan était violent émotionnellement et qu'Arlo avait peur de lui. Elle demandait la garde exclusive d'Alina et des visites surveillées uniquement pour Ronan. La requête était signée par le docteur Jude Mallory, témoin des révélations thérapeutiques d'Arlo. Fort des informations contenues dans les dossiers cachés, Ronan demanda des copies du dossier médical d'Arlo à leur médecin de famille. Ce qu'il y trouva le rendit encore plus furieux. Quelqu'un avait falsifié les dossiers. Des entrées récentes faisaient état de rendez-vous qui n'avaient jamais eu lieu. Des notes sur des problèmes de comportement, entièrement inventées,
étaient incluses dans des recommandations d'évaluation psychologique dont aucun médecin n'avait jamais parlé à Ronan. Les modifications étaient subtiles mais cohérentes. Elles dressaient le portrait d'un enfant en détresse psychologique à cause de son environnement familial. Des références à des conflits père-enfant et à l'anxiété liée à la figure paternelle apparaissaient dans des notes de rendez-vous où Arlo était parfaitement heureux et en bonne santé. Ronan recoupait les dates avec son propre agenda. Plusieurs de ces faux rendez-vous avaient eu lieu alors qu'il était au travail et Carlo était à l'école. Des rendez-vous impossibles qui n'existaient que sur papier. Il a appelé le cabinet du docteur Henderson. Je dois parler à quelqu'un au sujet du dossier médical de mon fils. Il semble y avoir des erreurs. La réceptionniste l'a mis en contact avec l'infirmière responsable. Monsieur Mercé, quel genre d'erreurs constatez-vous? Des rendez-vous qui n'ont jamais eu lieu. Des notes de visite que nous n'avons jamais faites. Un silence. C'est très inhabituel. Laissez-moi ouvrir le dossier. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Ces entrées ont toutes été saisies à distance grâce aux identifiants d'accès de Madame Mercé, issus de son expérience d'infirmière. Ma femme a accès au dossier médical de mon fils. En tant qu'ancienne infirmière pédiatrique, elle dispose de privilèges d'accès d'urgence pour les membres de la famille. C'est assez courant, mais elle n'est pas censée créer de nouvelles entrées sans la supervision d'un médecin. Ronan sentit la rage froide et familière monter en lui. Molina avait utilisé ses qualifications médicales pour fabriquer des preuves d'abus, créant ainsi une trace écrite qui étayerait la demande de garde cachée dans son placard. « Je veux que ces dossiers soient signalés et verrouillés, dit-il. Personne ne devrait pouvoir les modifier sans mon autorisation écrite. Bien sûr, je devrais également signaler cela à notre service de conformité. Falsifier des dossiers médicaux est une infraction grave. Bien, pensa Ronan. Qu'ils enquêtent, qu'ils trouvent la piste des mensonges et de la manipulation. Mais il lui fallait encore plus de preuves. Le genre de preuves qui tiendrait devant le tribunal et protégerait Arlo définitivement. La confrontation commença au petit déjeuner. Arlo était plus silencieux que d'habitude ces derniers jours, grignotant sa nourriture et lançant des regards. Étrange à Ronan. Les drogues et la manipulation psychologique l'affectaient clairement, mais Ronan ne pouvait pas encore prendre le risque d'arrêter la surveillance. Il devait les prendre sur le fait avec des preuves irréfutables. « Papa, dit Arlo doucement, tu es en colère contre moi? Bien sûr que non, mon pote. Pourquoi penses-tu ça? Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que tu es en colère, mais je ne me souviens plus pourquoi. » Molina leva les yeux de son café avec ce qui semblait être de l'inquiétude, mais Ronan remarqua son regard calculateur. « Arlo, chérie, parfois les gens ont des sentiments difficiles à comprendre, dit-elle. C'est normal d'être confus. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Ronan. Les enfants perçoivent les tensions au sein du foyer. S'il y a un conflit entre les parents, les enfants se blâment souvent. Quel conflit? De quoi parles-tu? L'expression de Molina devint prudemment neutre. Tu étais très en colère ces derniers temps, Ronan. Travaillé de longues heures, rentré stressé. Arlo remarque ces choses-là. C'était une performance magistrale. Pour quiconque l'écoutait, elle ressemblait à une mère inquiète essayant de protéger son enfant d'un père instable. Mais Ronan voyait la manipulation sous-jacente. « Je n'étais pas en colère, dit-il prudemment. Je m'inquiète pour la santé d'Arlo. La visite aux urgences a eu lieu il y a 3 jours. Les médecins ont dit qu'il allait bien. Il est peut-être temps de laisser tomber. Ils ont dit qu'il avait des sédatifs dans l'organisme. Ils ont dit qu'il y avait des traces de quelque chose qui aurait pu être un sédatif. Ça aurait pu être n'importe quoi. Les enfants se mêlent de tout. Tu sais comme Arlo est curieux. » Arlo regarda à tour ses parents. La confusion se lisait sur son visage. « Je ne me suis mêlé de rien, dit-il. »« Bien sûr que non, ma puce, dit Molina rapidement. Mais parfois, notre esprit nous joue des tours quand on a sommeil ou qu'on fait de mauvais rêves. » Cet après-midi-là, alors qu'Arlo était à l'école, Ronan prit sa décision. Il appela son avocat et déposa une ordonnance de protection d'urgence exigeant que Molina reste éloigné d'Arlo jusqu'à ce qu'une audience soit fixée. Il retira aussi officiellement Arlo de l'école, invoquant des raisons de sécurité. Quand Molina rentra à la maison et trouva les papiers sur le comptoir de la cuisine, son masque tomba enfin. « Espèce de salaud, dit-elle d'une voix froide et tranchante. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. Je protège mon fils du jeu malsain auquel toi et Mallory jouaient. »« Un jeu ?» rit-elle. Mais il n'y avait aucune trace d'humour. Ronan Arlo est brisé. Il a besoin d'aide. D'une aide professionnelle.
J'essaie de l'empêcher de devenir comme toi, comme moi, émotionnellement fermé, incapable de communiquer avec les gens. Sais-tu ce que c'est que de vivre avec quelqu'un qui traite sa famille comme une mission militaire? Arlo a besoin de chaleur et de compréhension, pas de ton analyse froide de tout. Alors, tu as décidé de le droguer et de lui remplir la tête de mensonges. J'ai décidé de lui apporter l'aide dont il a besoin avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix s'éleva. Il n'est pas en sécurité avec toi, Ronan. Je fais ce qu'il y a de mieux pour lui en le retournant contre son père. En le protégeant d'un père qui ne sait pas l'aimer comme il se doit. Les mots restèrent en suspens entre eux. 11 ans de mariage, et elle allait tout simplement révéler ce qu'elle pensait vraiment de lui. Non pas qu'il fût imparfait ou distant, mais qu'il fût fondamentalement incapable d'aimer son propre fils. « Fais tes bagages, dit-il doucement. Tu as 2 heures pour sortir de cette maison. Tu ne peux pas me mettre dehors. C'est aussi ma maison. Lis l'ordonnance de protection. Tu n'as pas le droit de t'approcher à moins de 150 mètres d'Arlo. Cette maison est incluse. » Elle le fixa un long moment et il vit une lueur dangereuse scintiller dans ses yeux. « Ce n'est pas fini, dit-elle. Tu n'as aucune idée de qui tu combats, comme si ses paroles l'appelaient. » La sonnette retentit. Ronan ouvrit la porte et trouva Jude Mallory debout sur son porche. L'homme était exactement comme sur la photo de son site web, intelligent et rayonnant de cette autorité tranquille qui inspirait instinctivement confiance aux gens. « Monsieur Mercé, je suis le docteur Jude Mallory. Je suis ici parce que je m'inquiète pour le bien-être d'Arlo. Dégage de ma propriété. Je comprends que vous soyez contrarié, mais je pense qu'il y a eu un malentendu concernant le traitement que votre fils subit. » Traitement. Ronan sortit et ferma la porte derrière lui. « Vous parlez des expériences non autorisées que vous menez sur mon enfant ?» L'expression de Mallory resta inchangée. « Arlo suit une thérapie pour son anxiété liée à un traumatisme. Sa mère me l'a amené parce qu'elle s'inquiétait de son développement psychologique. Sa mère vous l'a amené sans que je le sache ni que je le veuille. Une thérapie familiale commence souvent avec un parent lorsque l'autre est réticent au traitement. C'est assez courant en cas de tension familiale. Il n'y en a pas. Il y a un maléfique qui manipule ma femme et utilise mon fils comme cobaye. » Mallory sourit légèrement. « Monsieur Mercé, je comprends que vous soyez sur la défensive. C'est naturel lorsqu'un parent est confronté à des preuves que son comportement nuit à son enfant. Mais le déni n'aidera pas Arlo à guérir. » La calme condescendance dans sa voix fit serrer les poings de Ronan. Cet homme avait drogué son fils, lui avait bourré la tête de mensonges, et maintenant il se tenait sur le porche de Ronan, se comportant comme un professionnel inquiet. « Soyons clairs, » dit Ronan d'une voix d'un calme mortel. « Si tu t'approches encore de mon fils, si tu contactes ma femme, si tu penses ne serait-ce qu'à Arlo, je te détruirai. Je retrouverai chaque famille que tu as manipulée, chaque enfant que tu as blessé, et je ferai en sorte que le monde sache exactement quel genre de monstre tu es. Les menaces ne résoudront pas le problème sous-jacent. » Mallory dit, « Arlo a besoin d'aide, et il en a besoin de la part de professionnels qualifiés, pas d'un père qui réagit au stress par la violence. Je ne réagis pas par la violence, mais je pourrais toucher à mon fils à nouveau et je réduirai votre monde en cendres. » Mallory l'observa un instant et Ronan vit une lueur de prédateur dans son regard. « Je vais déposer plainte auprès des services de protection de l'enfance. » Mallory dit, « Un enfant ne devrait pas être exposé à un tel niveau de colère et d'instabilité. » Il retourna à sa voiture, les gestes posés et confiants. Ronan le regarda jusqu'à ce qu'il s'éloigne, puis rentra à l'intérieur. Molina avait disparu, tout comme ses vêtements, son ordinateur portable et tout ce qu'elle pouvait emporter rapidement. Mais sur le comptoir de la cuisine, elle avait laissé un mot. « Tu fais une erreur. Arlo a besoin d'aide, et tu es trop fier pour l'admettre. Quand tu seras prêt à faire passer son bien-être avant ton ego, appelle-moi. » Monsieur, ce soir-là, Hollis Dreher se présenta à la porte de Ronan avec un pack de 6 bières et une boîte à outils. « Hurt, tu as des ennuis ?» dit-il. Hollis était le demi-frère aîné de Ronan. Dur et pragmatique, fruit d'années de dur labeur et de choix difficiles. Il avait purgé une peine pour agression lors de sa propre bataille pour la garde de sa fille, des années auparavant, lorsque le petit ami de son ex-femme avait frappé sa fille et que Hollis avait riposté avec ses poings au lieu de recourir à la justice. « Comment as-tu entendu parler de cette petite ville ?» La nouvelle se répand quand quelqu'un dépose une ordonnance de protection. Hollis posa la bière sur la table basse et ouvrit sa boîte à outils. « Il se dit que tu aurais peut-être besoin d'aide pour sécuriser la maison. Peut-être aussi d'autres choses. »
Ils passèrent l'heure suivante à changer les serrures et à installer des mesures de sécurité supplémentaires. Hollis travailla efficacement, posant peu de questions mais observant tout. Ce docteur Malalery, dit-il en installant un détecteur de mouvement sur la porte de derrière. J'ai demandé autour de moi. Il a une réputation. Quelle réputation? Celle où les parents finissent par divorcer et les enfants ne savent plus à qui faire confiance. Hollis a testé le détecteur. 3 familles au cours des 2 dernières années. Le même schéma à chaque fois. La mère commence une thérapie avec lui. Elle réalise soudain que son mari est psychologiquement malade. Il porte préjudice aux enfants. Le père perd la garde. La mère a un nouveau petit ami qui se révèle très compréhensif envers sa situation. Il fomente une sorte d'arnaque. Plus encore, ce type est pris dans un complexe de Dieu. Il croit vraiment sauver ses enfants de leur père. Le problème, c'est qu'il ne voit que ce qu'il veut voir. Hollis a fermé sa boîte à outils. La question est, qu'allez-vous faire? L'inspecteur Blaine dit, je dois les prendre sur le fait. Obtenir des preuves qui tiendront devant le tribunal. Les preuves sont bonnes, mais elles prennent du temps, et ces gens ne vont pas attendre que vous montiez un dossier. Hollis s'assit et ouvrit une bière. Ils vont en rajouter, insister davantage, essayer de vous faire réagir d'une manière qui prouve leur affirmation selon laquelle vous êtes instable. Alors, que suggérez-vous? Prenez les devants. Contrôlez le récit avant qu'il ne le déforme. Le lendemain, Mara Ridley arriva avec son ordinateur portable et un air sombre. Je suis entré dans l'ordinateur de Malalery, dit-elle sans préambule. Comment il utilise le réseau du district scolaire pour certaines de ses recherches. Accès invité pour les professionnels en visite. J'ai créé une porte dérobée lors de sa dernière visite. Elle ouvrit son ordinateur portable et montra à Ronan un écran rempli de fichiers. Ce que j'ai trouvé va vous rendre malade. Les fichiers contiennent des données de recherche détaillées sur ce qu'on appelle la thérapie de reconstruction de la mémoire, des dizaines d'études de cas, toutes impliquant des enfants âgés de 6 à 12 ans. La méthodologie était décrite en langage clinique, mais la réalité était terrifiante. On donnait aux enfants des cocktails pharmaceutiques conçus pour les rendre hautement suggestibles pendant le sommeil. Dans cet état, les thérapeutes utilisaient la suggestion guidée pour implanter de faux souvenirs ou modifier ceux existants. L'objectif, selon la recherche, était d'optimiser la dynamique familiale en supprimant les associations traumatiques et en les remplaçant par des relations plus positives. Regardez ça, dit Mara en désignant un fichier spécifique. Calcul du taux de réussite. Les données ont montré que 73% des enfants soumis à la thérapie se sont définitivement éloignés de leurs parents ciblés. 89% ont développé des relations plus étroites avec le parent thérapeutique et les adultes associés. Mais une autre statistique, cachée dans les notes de bas de page, s'est avérée. 67% des sujets présentaient des signes de séquelles psychologiques à long terme, notamment dépression, anxiété et difficulté à nouer des relations saines à l'âge adulte. Il n'essaie pas d'aider ses enfants. Ronan a dit qu'il les détruisait. C'est pire. Mara a fait défiler la page vers une autre section. Dossier financier. Regardez combien ces familles ont payé pour les séances de thérapie. Puis, regardez ça. Elle lui a montré une feuille de calcul retraçant les paiements aux infirmières bénévoles et aux assistants de recherche. Le nom de Molina apparaissait régulièrement avec des paiements de $2000 par mois au cours des 6 derniers mois. Elle est payée pour faire des expériences sur notre fils Ronan. La voix de Mara était basse. Il y a autre chose. J'ai trouvé des communications entre Malalery et quelqu'un des services de protection de l'enfance. Il prévoit de vous retirer définitivement la garde d'Arlo. Les papiers sont déjà en préparation. L'inspecteur Blaine examina les preuves rassemblées par Ronan et secoua la tête. C'est solide, dit-il, mais ce n'est pas encore passible de poursuite. Ils étaient assis dans le bureau de Blaine au commissariat, entourés de procès-verbaux, de photos et de vidéos qui documentaient des mois d'abus et de manipulation. Comment ça, ce n'est pas passible de poursuite? La plupart de ces preuves ont été recueillies sans mandat. Les images de caméras cachées, les fichiers informatiques auxquels Mara a accédé, et même la fouille des affaires de votre femme. Un bon avocat de la défense fera tout rejeter. Donc, ils s'en tirent impunément. Pas forcément. Mais nous devons les prendre en flagrant délit en présence de votre fils, d'une manière qui nous donne un motif probable d'arrestation et de saisie de preuves. Blaine se renversa dans son fauteuil. Nous avons besoin qu'ils commettent un crime pendant que on surveille légalement. Comment? Il faut que tu leur donnes une chance. Qu'ils croient qu'ils ont gagné, que tu abandonnes. Et quand ils passeront à l'action, on sera prêt. Ronan se sentit mal à l'aise à cette idée. Tu veux que j'utilise Arlo comme appât?
Je veux qu'on les attrape avant qu'ils ne disparaissent ou qu'ils ne dégénèrent. Pour l'instant, ils sont convaincus de pouvoir manipuler le système. Mallory fait ça depuis des années sans conséquence. Mais s'ils pensent que tu recules, ils pourraient devenir imprudents. Et si quelque chose tourne mal, et s'ils lui font du mal, on ne laissera pas faire. Tu seras sur écoute. On aura des équipes de surveillance en place. Et dès qu'ils feront quoi que ce soit pour nuire à Harlow, on interviendra. L'expression de Blaine était sérieuse. Mais il faut que tu comprennes le risque. Si on ne les arrête pas maintenant avec des preuves qui tiennent, ils trouveront un moyen de t'enlever Harlow définitivement. Et une fois qu'ils en auront la garde légale, ils pourront faire ce qu'ils veulent de lui. Ronan fixa les photos sur le bureau, dessins de son fils, capture d'écran des protocoles thérapeutiques, dossiers médicaux falsifiés pour le faire passer pour un père violent. Que devrais-je faire? Appeler ta femme. Lui dire que tu es bouleversé et que tu es prêt à admettre qu'Harlow a besoin d'aide. Accepter de superviser les visites en présence de Mallory. Leur faire croire que tu es brisé. Et puis on attend qu'il fasse une erreur. Ronan fixa son téléphone pendant 10 minutes avant d'appeler. Son instinct lui disait que c'était mal, qu'il mettait Harlow en danger. Mais l'inspecteur Blaine avait raison. S'il n'arrêtait pas Mallory et Molina maintenant, légalement et complètement, il trouverait un autre moyen de lui enlever son fils. Molina répondit à la deuxième sonnerie. « Ronan, je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. » Sa voix était soyeusement neutre, mais il percevait l'espoir sous-jacent. Elle pensait gagner. « J'ai repensé à ce que tu as dit sur le besoin d'aide d'Harlow. » Un silence. Et peut-être ai-je été trop têtu, trop fier pour l'admettre. Que je ne sais pas comment l'aider. Ces mots avaient un goût de poison, mais il l'a forcé à sortir. « J'ai peur, Molina. Il fait de plus en plus de cauchemars, et il semble avoir peur de moi parfois. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. » Oh, Ronan. Sa voix s'adoucit, comme si elle était sincèrement compatissante. Tu n'as rien fait de mal. C'est juste que tu n'es pas équipé pour gérer un enfant aussi sensible qu'Harlow. Ce n'est pas ta faute. Le docteur Mallory a dit qu'il pouvait t'aider avec des visites supervisées. Il l'a fait. Quand as-tu parlé à Jude? Il est passé à la maison. J'étais en colère au début, mais après son départ, j'ai commencé à penser à ce qu'il avait dit sur le besoin d'aide professionnelle d'Harlow. Ça a dû être dur pour toi d'entendre. Ça l'a été. Mais si ça signifie aider Harlow, Ronan laissa sa voix se briser légèrement. Je veux juste qu'il aille bien. Je veux qu'il arrête d'avoir peur. Il n'a plus besoin d'avoir peur. Jude a un endroit où nous pouvons travailler avec Harlow dans un environnement contrôlé. Un endroit sûr où il peut commencer. Pour guérir. Quel genre d'endroit? Une cabane près d'Estaes Park. C'est calme et privé, spécialement conçu pour les retraites thérapeutiques. Harlow pourrait y passer un long week-end, et Jude pourrait travailler avec lui intensément, l'aider à gérer ce qui causait son anxiété. Ronan ferma les yeux. Un endroit privé, loin des témoins. Parfait pour ce qu'ils avaient prévu pour la phase finale de leur expérience. Seriez-vous là aussi? Bien sûr. Et vous pourriez venir sous surveillance. Jude pense qu'il serait utile pour Harlow de vous voir essayer de participer à son processus de guérison. Quand ce week-end, je sais que c'est à court terme, mais Jude a une place disponible et il pense qu'il est important d'agir vite pendant qu'Harlow est en état réceptif. État réceptif, c'est-à-dire drogué et manipulé psychologiquement. D'accord, dit Ronan, allons-y. Après avoir raccroché, il contacta immédiatement l'inspecteur Blaine. En 2 heures, ils avaient un plan en place. Ronan serait équipé d'un matériel d'enregistrement. Des véhicules de surveillance banalisés les suivraient jusqu'à la cabane. Dès que Mallory ou Molina commettaient quoi que ce soit qui constituait une maltraitance sur enfant, la police intervenait. Souvenez-vous, Blaine avait dit, alors qu'il testait le matériel d'enregistrement, il faut les amener à parler de ce qu'ils ont fait. Plus ils en disent sur l'enregistrement, plus notre dossier est solide. Et s'ils se doutent de quelque chose, ils ne le feront pas. Tu leur as donné exactement ce qu'ils voulaient. Un père brisé admettant ne pas pouvoir gérer son fils. Ils seront tellement concentrés sur leur victoire qu'ils ne remarqueront pas les détails. Ce soir-là, Ronan s'assit avec Harlow et essaya de lui expliquer, sans rien expliquer. Tu vas passer le week-end avec maman et le docteur Mallory dans un chalet à la montagne. Tu viens aussi? Une partie, mais il y aura peut-être des moments où je ne serai pas là. Et tu dois te rappeler quelque chose de très important. Ronan s'agenouilla. Il était donc à la hauteur de son fils. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce qu'on dit de moi ou de notre famille, je t'aime. Je t'aimerai toujours et je viendrai toujours pour toi. Tu comprends? Harlow hocha la tête, mais son regard était confus.
Tu pars? Non, mon pote. Je ne vais nulle part. Mais parfois, les adultes disent des choses qui ne sont pas vraies. Et je veux que tu te souviennes de la vérité. Toi et moi, on est une équipe. Toujours. Ronan était assis dans son camion, à 1,5 km de la route de montagne, observant les images du drone sur sa tablette. L'inspecteur Blaine avait déployé des équipes de surveillance dans la forêt entourant la cabane, mais les principales preuves viendraient du petit avion planant silencieusement au-dessus des arbres. La cabane se trouvait dans une clairière, isolée et parfaite pour ce que Mallory avait prévu. À travers la caméra du drone, Ronan vit la voiture de Molina s'engager dans l'allée. Son fils sortit du siège passager, l'air petit et confus. Mallory sortit de la cabane pour les accueillir. Et même à cette distance, Ronan pouvait percevoir la gentillesse calculée de l'homme. La même performance qu'il avait donnée sur le Porsche de Ronan, mais maintenant sans personne pour le contrer. Vérification audio. La voix de Blaine résonnait dans l'oreillette de Ronan. Nous recevons une image claire de l'intérieur de la cabane. Tout le matériel d'enregistrement fonctionne. Ronan regarda les 3 silhouettes disparaître à l'intérieur. Commença alors l'attente, la partie la plus difficile de toute l'opération. Son instinct lui disait de prendre d'assaut la cabane et d'en sortir son fils. Mais s'il bougeait aussi bientôt, Mallory et Molina prétendraient simplement mener une véritable thérapie. 2 heures passèrent. Ronan observait, à travers le drone, les lumières se déplacer dans les différentes pièces de la cabane. À 21h30, toutes les lumières sauf une s'éteignirent. La seule lumière restante provenait de ce qui semblait être une chambre au 2e étage. Du mouvement dans la pièce cible, Blaine signala plusieurs sujets visibles. Sur l'écran de Ronan, il pouvait voir des signatures thermiques se déplacer dans la pièce éclairée. 3 silhouettes, 2 adultes, une enfant. L'enfant était immobile sur ce qui devait être un lit. Le son capte la conversation, dit Blaine, enregistrant tout dans son oreillette. Ronan entendit la voix de son fils, groggy et confus. « Maman, je me sens bizarre. Pourquoi n'arrive-je pas à réfléchir correctement? Ça va, ma puce. » La voix de Molina était apaisante mais clinique. « Le docteur Jude va t'aider à mieux dormir. Détends-toi. Je ne veux pas dormir. Je veux rentrer à la maison. Je veux papa. Ton père n'est pas là en ce moment, Arlo. Mais le docteur June et moi prenons très bien soin de toi. » La voix de Mallory se joignit à la conversation. « Arlo, je veux que tu écoutes ma voix très attentivement. Tu vas te sentir très détendu dans un instant. Et pendant que tu seras détendu, nous allons t'aider à te souvenir de choses importantes. » Quoi? Des choses vraies sur ce que tu ressens vraiment pour ton père. Sur la raison pour laquelle tu as parfois peur en sa présence. Les mains de Ronan se crispèrent sur le volant. À travers l'écouteur, il entendit la manipulation systématique commencer. « Maintenant, Arlo, » Mallory continua, « je vais commencer à enregistrer notre séance. Ça nous aidera à nous souvenir de ce dont nous avons parlé plus tard. Est-ce que ça vous va? » Un silence, puis la voix d'Arlo semble déjà plus distante. « D'accord, excellent. Ici le docteur Jude Mallory qui commence une séance de thérapie de réalignement avec le sujet Arlo Mercé. Date, 18 novembre. Heure, 21h47. Administration d'une intervention pharmaceutique secondaire pour les protocoles de suggestion REM améliorés. » Ronan entendit le détachement clinique dans la voix de Mallory alors qu'il décrivait ce qu'il faisait à un enfant de 8 ans comme s'il menait une expérience en laboratoire. « Molina, veuillez confirmer le dosage administré. 2 ml de la formule améliorée. Le patient présente une réceptivité optimale. Bien. Début de la phase 3, reconstruction de la mémoire. Arlo, m'entends-tu? Oui. La voix d'Arlo était à peine un murmure. Maintenant, je veux que tu penses à ton père. Pense au moment où il t'a fait peur ou t'a mis mal à l'aise. Te souviens-tu de ces moments? Je ne pense pas qu'il ne l'ait pas fait. C'est bien de se souvenir, Arlo. Tu es en sécurité ici. Ton père ne peut pas te faire de mal pendant. Tu es avec nous. Raconte-moi une fois où il t'a fait peur. Grâce au drone, Ronan pouvait voir l'une des silhouettes adultes se déplacer autour du lit, ajustant occasionnellement quelque chose. L'autre silhouette adulte était assise à proximité, enregistrant probablement tout. Il y a eu son retour du travail, il avait l'air en colère. C'est vrai. Il était en colère, n'est-ce pas? Et ça t'a fait peur. Oui, peur. Bien. Maintenant, je veux que tu te souviennes de cette peur. De l'insécurité que tu ressentais quand ton père était en colère. C'est ta vérité, Arlo. C'est ce dont tu dois te souvenir à ton réveil.
Pendant les 20 minutes qui ont suivi, Ronan a écouté avec horreur Mallory implanter systématiquement de faux souvenirs et de fausses peurs dans l'esprit de son fils, sous l'emprise de la drogue. Chaque suggestion était soigneusement élaborée pour se développer sur la précédente, créant le récit d'un père effrayant et instable qui n'existait que dans l'imagination de Mallory. Le sujet réagit bien à la thérapie par suggestion. Mallory a raconté à son enregistreur. L'intégration des souvenirs se déroule comme prévu. Au matin, les réactions de peur artificielles devraient être définitivement intégrées, avec les schémas émotionnels fondamentaux du sujet. Combien de temps faudra-t-il pour une intégration complète? Demanda Molina. Avec ce dosage et la durée intensive de la séance, le processus devrait être irréversible en 6 heures. À son réveil, Arlo croira sincèrement que son père représente une menace pour sa sécurité. Et si le père tente de contrecarrer la programmation, toute tentative de le rassurer sera interprétée comme une manipulation. Le sujet a été conditionné à se méfier de tout ce que dit son père. La programmation se renforce d'elle-même. Ronan retira son oreillette, incapable d'écouter davantage. Ces gens détruisaient l'esprit de son fils avec le même professionnalisme désinvolte que des chirurgiens pour une appendicite. « Entrez » dit-il dans sa radio. « Entrez maintenant. » Mallory appuya sur la touche lecture de l'appareil et la voix d'Arlo emplit la pièce. « Je ne veux pas rentrer chez moi avec papa. Il me fait peur. J'aimerais que le docteur Jude soit mon père. Il est plus gentil et il me comprend mieux. Maman, on peut rester ici pour toujours? Je ne veux pas que papa vienne me chercher. Et s'il se met en colère? À propos de ce que j'ai dit? Docteur Jude, me protégerez-vous de papa? J'ai peur qu'il me fasse du mal s'il découvre que j'ai dit la vérité à son sujet. » Chaque déclaration a frappé Ronan comme un coup dur. La voix de son fils prononçant des mots qui anéantiraient toute audience pour la garde des enfants, toute chance de maintenir leur relation. Ces enregistrements seront très convaincants au tribunal, a déclaré Mallory. L'évaluation honnête d'un enfant sur son père, faite lorsqu'il se sentait en sécurité pour dire la vérité. Sauf qu'ils ne sont pas honnêtes, a dit Ronan doucement. Vous avez créé ces sentiments. Vous l'avez drogué et manipulé jusqu'à ce qu'il croie que son propre père était une menace. Pouvez-vous le prouver? Parce que ce que je peux prouver, c'est qu'Arlo se sent plus en sécurité avec sa mère et moi qu'avec vous. Ce que je peux prouver, c'est que vous avez été agressif et menaçant envers les personnes qui essayaient d'aider votre fils. De l'étage est venu le bruit des pleurs d'Arlo. Pas les larmes ordinaires d'un enfant, mais de profonds sanglots déchirants qui trahissaient une véritable détresse. Je devrais aller le voir, a dit Ronan en se dirigeant vers l'escalier. Je ne pense pas. C'est une bonne idée. Mallory s'est mise en travers de son chemin. Tu es la source de son anxiété en ce moment. Ta présence ne fera qu'empirer les choses. Écarte-toi de mon chemin, Ronan. Tu dois accepter la réalité. Arlo ne veut plus de toi. Il a trouvé la sécurité auprès de personnes qui le comprennent, qui peuvent lui donner ce dont il a besoin. La meilleure chose que tu puisses faire est de le laisser partir. Laisse-le partir. C'est mon fils. Biologiquement, oui, mais la parentalité ne se résume pas à la génétique. Il s'agit d'offrir sécurité, compréhension, amour inconditionnel. Tu as échoué dans tous ces domaines. Ronan a regardé Mallory dans les yeux et y a lu une conviction absolue. Cet homme croyait sincèrement qu'il sauvait Arlo d'un père nuisible. L'illusion était si totale que Mallory s'était convaincu que ses actes étaient héroïques. Tu es fou, a dit Ronan. Je suis efficace. Dans 6 mois, Arlo sera un enfant plus heureux et en meilleure santé. Il aura surmonté le traumatisme de sa première relation avec toi. Il sera libre de nouer des liens sains avec des gens qui méritent son amour. Des gens comme toi, des gens comme moi. Mallory acquiesça. J'ai été plus un père pour lui en 2 mois que tu ne l'as été en 8 ans. Les pleurs à l'étage s'intensifièrent et on entendit la voix de Molina tenter de réconforter Arlo. Mais, quoi qu'elle dise, ça ne marchait pas. Il a besoin de toi. Ronan a dit qu'il réclamait son père et que tu allais le lui refuser. Il réclame son père parce qu'il a été conditionné à croire qu'il a besoin de toi. Ce conditionnement est néfaste et il faut le briser. Mallory sortit une seringue de sa poche. Cela l'aidera à dormir pendant la transition. À son réveil demain, la détresse aiguë aura disparu. Tu vas le droguer à nouveau. Je vais l'aider à franchir le dernier obstacle. Demain matin, son attachement à toi sera complètement rompu. Il sera libre. Ronan comprit que c'était le moment que l'inspecteur Blaine attendait. Preuves évidentes d'intention de nuire à un enfant, Mallory tenant l'arme et expliquant son plan sur bande.
Mais il savait aussi que la réaction de la police pourrait ne pas être assez rapide. Si Malalry avait administré cette injection à Harlow après avoir terminé sa phase 3, les dommages psychologiques pourraient être irréversibles. Docteur Malalry, dit Ronan clairement en regardant l'homme droit dans les yeux. Je vous demande de ne plus administrer de médicaments à mon fils. Il a 8 ans. Il ne peut pas consentir à une thérapie expérimentale et je ne consens pas en tant que père. Votre consentement n'est plus pertinent. J'ai le consentement de Molina et elle a un statut légal en tant que mère. Mais vous savez que les médicaments sont nocifs. Vous savez que ce n'est pas une thérapie légitime. Ce que je sais, c'est que parfois, un inconfort passager est nécessaire à une guérison à long terme. Mallory se dirigea vers l'escalier. Harlow me remerciera un jour de l'avoir libéré de vous. La porte d'entrée explosa vers l'intérieur. Police, tout le monde au sol. L'inspecteur Blaine mena une équipe d'agents dans la cabane, arme au poing. Mallory se figea dans l'escalier. La seringue toujours à la main. Lâche la seringue. Blaine cria. Lâche-la maintenant. Pendant un instant, Mallory sembla sur le point de s'enfuir, mais il n'y avait nulle part où aller et trop d'armes étaient pointées sur lui. Il laissa tomber la seringue et elle se brisa sur le parquet, son contenu se répandant en une tache sombre. Jude Mallory, tu es en état d'arrestation pour maltraitance d'enfants, séquestration et complot en vue d'un enlèvement. Tandis que les policiers menottaient Mallory, il regarda Ronan avec une pointe de pitié. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, dit-il. Harlow ne te pardonnera jamais. Tu as anéanti ses chances de guérison. Guérir de quoi? Demanda l'inspecteur Blaine en lisant à Mallory ses droits à être aimé par son père. À l'étage, on entendit la voix de Molina protester tandis qu'une autre équipe de policiers la retrouvait, elle et Harlow. Quelques minutes plus tard, elle fut ramenée menottée en bas. Son visage exprimait la fureur et l'incrédulité. « C'est une erreur ?» dit-elle. « Nous l'aidions. Harlow a besoin d'être protégé de Ronan, pas de nous. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance et complot. » Un des policiers l'a informé de maltraitance. Nous proposions une thérapie. Demandez à n'importe quel professionnel. Les enfants ont besoin de se sentir en sécurité pour exprimer leur vérité sur leurs parents en les droguant. Blaine a demandé en implantant de faux souvenirs. Nous avons tout enregistré. Madame Mercé, toute votre conversation avec le docteur Malalry à propos de la phase 3 et de la nécessité de s'assurer que l'attachement de votre fils à son père soit complètement rompu. Le visage de Molina s'est évanoui lorsqu'elle a réalisé à quel point il s'était incriminé. Finalement, un policier a fait descendre Harlow. Le fils de Ronan a regardé autour de lui, confus, les policiers, sa mère et Mallory menottés et son père libre. « Papa, que se passe-t-il » Ronan s'est agenouillé et a ouvert les bras. Pendant un instant terrifiant, il a pensé qu'Harlow allait le rejeter, qu'il allait plutôt courir vers Molina. Mais son fils était dans ses bras, serré fort, et Ronan sentit qu'il pouvait respirer à nouveau pour la première fois depuis des mois. « Tout va bien, mon pote » murmura-t-il. « C'est fini maintenant. Plus personne ne te fera de mal. » L'affaire éclata 3 jours plus tard. Le psychologue de Fort Collins était arrêté pour maltraitance infantile. Jude Mallory et sa complice Molina Mercé étaient accusés d'avoir mené des expériences non autorisées sur des enfants. La couverture médiatique locale fut importante, mais en quelques heures, l'affaire fut reprise par les médias nationaux. L'idée qu'un psychologue respecté manipule systématiquement la mémoire des enfants toucha les parents de tout le pays. C'est pourquoi, à la fin de la semaine, le FBI avait ouvert une enquête sur l'ensemble du dossier médical de Mallory. Ils trouvèrent des preuves de stratagèmes similaires impliquant au moins 15 autres familles au cours des 3 dernières années. Plus préjudiciable encore fut la découverte des données de recherche de Malalry sur l'ordinateur portable de Mara. La documentation détaillée de ses méthodes, les relevés financiers attestant des paiements versés à ses complices et les notes cliniques décrivant les enfants comme des sujets plutôt que comme des patients dressaient le tableau d'une maltraitance systématique déguisée en thérapie. En moins d'un mois, un recours collectif fut intenté au nom de 37 enfants ayant suivi la thérapie de reconstruction de la mémoire de Malalry. L'avocate principale qualifia ce cas de maltraitance infantile des plus flagrants, dissimulés derrière des qualifications professionnelles qu'elle ait jamais constatées. Le milieu thérapeutique prit rapidement ses distances avec Mallory. Des organisations professionnelles publièrent des déclarations condamnant ces méthodes. Les organismes d'agrément de 3 États ouvrirent des enquêtes sur ces pratiques.
Mais le coup le plus dévastateur vint d'une source inattendue. Le mentor de Mallory, le docteur Patricia Hernandez, qui s'était initialement opposé à son programme expérimental. Le docteur Mallory m'a consulté il y a 3 ans avec ce qu'il prétendait être un traitement révolutionnaire pour les traumatismes infantiles, a-t-elle déclaré aux journalistes. Lorsque j'ai examiné ces données préliminaires, j'ai été horrifié. Il ne traitait pas les traumatismes, il les créait. J'ai fait part de mes inquiétudes au Conseil d'État des licences, mais le docteur Mallory avait déjà quitté notre établissement pour travailler de manière indépendante. La révélation que ses propres collègues avaient tenté de l'en empêcher des années plus tôt a soulevé des questions sur la surveillance et la réglementation du secteur de la santé mentale. Comment un homme avait-il pu continuer à exercer malgré de multiples avertissements concernant ses méthodes? Molina et Mallory étaient poursuivis au niveau fédéral en vertu de lois visant à protéger les enfants contre les expérimentations médicales. L'accusation arguait que leurs actes allaient bien au-delà de la thérapie. Il s'agissait d'une torture psychologique systématique déguisée en point de traitement. 6 semaines après les arrestations, Rona rendit visite à Molina à la prison du comté. Elle était assise en face de lui dans le parloir, vêtue d'une combinaison orange qui la faisait paraître plus petite et plus fragile qu'il ne s'en souvenait. Mais lorsqu'elle le regarda, ses yeux portaient encore la trace de la colère et de la certitude qui l'avaient poussé à trahir leur fils. « Je ne pensais pas que tu viendrais, dit-elle. J'ai failli ne pas venir. Comment va Arlo? Il va mieux. Une vraie thérapie cette fois, avec un médecin qui refuse de droguer les enfants ou d'implanter de faux souvenirs. » Molina serra les dents. Le docteur Mallory essayait de l'aider. Vous ne le croyez peut-être pas, mais c'est vrai. Aidez-le. Vous avez transformé notre fils en rat de laboratoire. Vous avez empoisonné son esprit contre son propre père. J'essayais de l'empêcher de devenir comme vous. Elle dit, penchée en avant, froide, distante, incapable d'établir un lien significatif avec les gens. Alors, vous avez décidé de détruire sa capacité à faire confiance à qui que ce soit. J'ai décidé de le libérer d'un père qui le voyait comme une obligation plutôt que comme une personne qu'il aimait. Rona la fixa du regard. Cette femme avec laquelle il était marié depuis 11 ans et réalisa qu'il ne l'avait jamais vraiment connue. « Comprenez-vous ce que vous lui avez fait » demanda-t-il. Arlo ne sait plus ce qui est réel. Il ne sait plus quels souvenirs sont les siens et lesquels vous lui avez implantés. Il a 8 ans et il remettait en question tout ce qu'il avait ressenti ou pensé. Ça passera. Les enfants sont résilients. Certains dommages ne passent pas, Molina. Certaines choses sont irréparables. Elle le regarda un long moment, et il vit quelque chose vaciller dans son expression. Pas vraiment du regret, mais peut-être la première prise de conscience que ses actes pourraient avoir des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux » dit-elle doucement. « Non, tu as fait ce que Mallory convainquait que c'était le mieux. Il t'a manipulé de la même manière qu'il a manipulé Arlo. La seule différence, c'est que tu étais une adulte qui a choisi de suivre le mouvement. Jude comprenait Arlo comme tu ne l'avais jamais fait. Il a vu son potentiel, sa sensibilité. Il a vu un enfant vulnérable sur lequel il pouvait expérimenter. Ronan l'a interrompu, et il a vu une mère seule et frustrée qu'il pouvait convaincre de l'aider. Je n'étais pas seul. Tu l'étais. Nous le savons tous les deux. Je travaillais trop. Nous n'étions pas connectés. Et voilà que ce médecin charismatique arrive qui te dit que ton mari est le problème et que ton fils a besoin d'être sauvé. Ça a dû être douloureux. C'est bien d'être l'héroïne plutôt que l'épouse négligée. Le sang-froid de Molina se brisa légèrement. Ne fais pas semblant de savoir ce que j'ai ressenti. Je sais que tu as détruit notre famille parce qu'un homme manipulateur t'a dit que c'était la bonne chose à faire. Je sais que tu as choisi de croire que droguer notre fils était en quelque sorte un acte d'amour. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Arlo. Tout ce que tu as fait, c'était pour toi-même. Pour me sentir importante, pour me sentir utile, pour avoir l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que notre vie de banlieue ennuyeuse. Elle pleurait maintenant, des larmes de colère qui ne l'émouvaient pas. « Je sais que tu ne me pardonneras jamais, » dit-elle. « Tu as raison. Moi non. » Ronan se leva. « Je ne suis pas là pour la faim, la paix ou la compréhension. Je suis là pour te montrer à quoi ressemblent les conséquences. Ronan, tu as utilisé mon fils comme un rat de laboratoire. Tu as menti, tu l'as incendié et tu l'as empoisonné. Tu as essayé de détruire la relation la plus importante de sa vie parce que ça te donnait un sentiment de puissance. » Il la regarda sans chaleur, sans compassion. « Je ne te pardonne pas. Je ne suis pas là pour. Paix.
Je suis ici pour m'assurer que tu comprennes que tes choix ont détruit tout ce à quoi tu prétends tenir. Il se retourna et se dirigea vers la porte. « Me laisseras-tu le voir ?» lui cria-t-elle. « Quand tout sera terminé, me laisseras-tu essayer de me racheter ?» Ronan s'arrêta et la regarda une dernière fois. « Non, dit-il simplement. Tu as fait ton choix. Vivez maintenant avec lui. » 8 mois plus tard, Ronan et Arlo vivaient dans une petite maison à Grand Junction, Colorado. Sean, le nouveau thérapeute d'Arlo, a déclaré que les progrès ont été remarquables. Donnez-lui du temps. Le temps est ce qu'ils avaient maintenant. Il est temps de guérir. Il est temps de reconstruire. Il est temps de créer de nouveaux souvenirs qui ne leur appartenaient que. Un samedi matin à la fin de l'automne, il faisait une randonnée sur un sentier près du monument national du Colorado quand Arlo s'arrêta soudainement. « Papa, oui, mon pote. J'ai pensé à maman et au docteur Mallory. » La poitrine de Ronan s'est resserrée. Ils ont rarement parlé de ce qui s'était passé et il n'était pas sûr qu'Arlo était prêt pour cette conversation. Et eux? Alors il essayait vraiment de m'aider avec son fils. C'était la question qu'il avait fait de la façon dont il avait dit. En fait, vous avez fait du mal. N'étaient pas vos vraies pensées. La salalerie vous met dans la tête avec des médicaments et des astuces. Comment savoir quelles pensées sont vraiment les miennes? C'était une version de 8 ans d'une question philosophique profonde, et Ronan a eu du mal à trouver une réponse qui aiderait plutôt que de confondre. Vos vraies pensées sont celles qui se sentent vraies lorsque vous n'êtes pas effrayé ou confus. Comme, en ce moment, comment vous sentez-vous pour moi en ce moment? Arlo sourit, le premier sourire complètement naturel et non gardé que Ronan avait vu de lui depuis des mois. J'ai l'impression que tu es mon père, et je t'aime, et je suis content que nous soyons ensemble. Ce sont tes vraies pensées. Ils ont continué à faire de la randonnée dans un silence confortable pendant un certain temps. Alors qu'ils atteignirent un point de vue surplombant la vallée en dessous, Arlo a soudainement parlé. « Papa, tu vas jamais se marier à nouveau? Je ne sais pas. Peut-être un jour. Pourquoi? Je veux juste m'assurer de choisir quelqu'un de gentil cette fois. Quelqu'un qui n'essaiera pas de changer mon cerveau. » Ronan rit, surpris par la matière de son fils de l'évaluation des faits. « Si jamais je me marie, vous pourrez d'abord la rencontrer et me dire ce que vous en pensez. » Ronan, je sais que vous ne vouliez jamais entendre visite dans 2 ans si je termine le programme de thérapie. Ronan a cessé de lire et a porté la lettre sur la cheminée. Il a frappé un match et l'a maintenu au coin du papier, regardant les mots de Molina se courler et noircir dans les flammes. Certains ponts une fois brûlés doivent rester brûlés. Qu'est-ce que c'était? Demanda Arlo, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec ses devoirs. Rien d'important, a déclaré Ronan, s'assurant que la lettre était complètement détruite. Juste de vieux documents dont il fallait se débarrasser. Plus tard dans la nuit, alors qu'il glissait Arlo au lit, son fils le regarda avec des yeux sérieux. « Papa, tu me diras quelque chose de vrai? Toujours. Allons-nous aller bien? Vraiment? D'accord. » Ronan était assis sur le bord du lit et lisse les cheveux de son fils. « Certaines personnes disent que le temps guérit tout, dit-il tranquillement. Mais parfois, c'est la vérité qui guérit et tire qui purifie. » Arlo le considérait sérieusement. « Qu'est-ce que cela signifie? » Cela signifie que nous avons dû découvrir la vérité sur ce qui vous arrivait, même si c'était difficile. Et parfois, vous devez brûler complètement les mauvaises choses avant de pouvoir commencer frais. Comme la lettre de maman brûlante. Comme brûler la lettre. Ronan a accepté. Certaines choses doivent rester dans le passé. Arlo sourit endormi. Je suis content que nous ayons trouvé la vérité. Papa. Moi aussi, mon pote. Moi aussi. Alors que Ronan éteint la lumière et ferma la porte, il pensa aux paroles de son fils. Vérité et feu. C'était peut-être exactement ce dont ils avaient besoin pour aller de l'avant. La vérité sur ce qui leur avait été fait et le feu pour brûler tous ceux qui avaient essayé d'empoisonner leurs liens. À l'extérieur, la neige commençait à tomber, couvrant les montagnes dans un silence blanc propre. Demain rassemblerait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités pour reconstruire leur vie ensemble. Mais ce soir, pour la première fois en près d'1 an, le père et le fils dormaient paisiblement, en sachant qu'ils étaient en sécurité, ils étaient ensemble et ils étaient enfin 3.